Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et je suis en compagnie de Dédé et d'Adeline. Salut les filles. Hello! Donc aujourd'hui, encore une fois, on a la chance de recevoir une invitée, Marion Escoudé. Salut, est-ce que j'ai prononcé correctement ton nom d'abord? Parfait. Parfait, parfait. Donc, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es éditrice et gérante de Miralta, qui est une agence éditoriale. Ton agence propose aussi beaucoup de services pour les auteurs-autrices pour apprendre. T'as même, j'ai vu sur ton site, tu offres des dashboards Notion ou des templates, tout ça, puis des formations du coaching pour les auteurs-autrices. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, tu as réussi à aller chercher une communauté d'environ 300 000 personnes sur les réseaux. Premièrement, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Je m'en allais partir dans dans mes questions et tout ça, mais merci d'être là. Puis, en fait, ma première question, c'est comment on arrive à créer ce genre de communauté-là en tant qu'agence littéraire qui est quand même assez nichée au niveau du livre? Comment t'es arrivé à aller chercher ces 300 000 personnes qui te suivent? Explique-nous un peu tout ça. Déjà avec très grand plaisir et comment j'ai réussi? Par nécessité parce que, je touchais le RSA. En France, c'est le revenu de solidarité active, je crois, ça se dit? Ok. Donc en fait, je sortais des études, heu et je touchais des aides parce que j'avais pas encore trouvé de travail et je vivais, pas très bien, et je voulais me lancer en freelance dans le monde de l'édition, sachant que je suis toulousaine, donc de Toulouse dans le sud de la France et que je souhaitais absolument rester à Toulouse et en France, quand on veut faire de l'édition, il faut aller à Paris. Je voulais rester à Toulouse parce que toute ma vie était à Toulouse, ma famille, mes amis et cetera et pour rester à Toulouse, il fallait se lancer en freelance. Donc je me suis lancée en freelance et quand on n'a pas de contact, pas de réseau et que son papa ne travaille pas chez Gallimard, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les réseaux pour se faire un réseau. Donc j'ai, bombardé les réseaux. J'ai d'abord ouvert un compte Instagram où je parlais beaucoup, beaucoup du monde du livre, de littérature, d'édition. J'ai essayé un petit peu de démystifier tout ça, parce que je me suis rendu compte que c'était un milieu un peu opaque, que les gens ne savaient pas vraiment, comment ça fonctionnait. Tout le monde a des livres chez soi, mais au final, personne ne sait vraiment comment ces livres sont fabriqués, qui gagne quoi, pourquoi, dans quelles conditions. Donc voilà, je me suis un peu donné une mission. Donc ma mission première, c'était trouver des clients parce que j'avais envie de vivre, de payer mon loyer et de manger autre chose que des pâtes. Et ma mission secondaire, c'était, quelque part, montrer aussi aux gens que le milieu de l'édition, ça peut être quelque chose de lumineux, d'ouvert et que c'est pas que des monsieur de 60 ans derrière leur grand bureau en acajou, un peu austère. Voilà. Ouais. En fait, je pense qu'il y avait une place à prendre. De toute évidence, ça semble avoir bien fonctionné ce que tu as fait. Puis justement, quand tu commençais sur les réseaux comme ça, à aller chercher tes clients, est-ce que c'était. Est-ce que tu avais déjà commencé à offrir des services ou tu étais, je vais voir si les gens répondent, si ça répond, mais là, je vais pouvoir commencer à vendre puis à faire mon travail. Oui, j'avais fait un stage, chez les éditions Milan, c'est des éditions de jeunesse pour enfants, assez jeunes et un autre stage à Toulouse aux éditions Priva, qui sont des éditions, de fiction et surtout de non-fiction, de littérature générale, mais aussi tout ce qui est, sciences humaines. Et c'est le directeur des éditions Priva qui m'a dit: «Ben voilà, nous, on n'a pas d'argent pour t'embaucher, mais si tu te lances en freelance, on peut te proposer des missions» et j'ai commencé comme ça, avec des missions aux OK. éditions Priva qui étaient très mal payées. Mais ça t'a permis de bâtir tes choses en attendant. Exactement, voilà. Donc c'est ça m'a permis de commencer et d'avoir aussi un peu une crédibilité parce que c'est compliqué de créer un compte Instagram avec 0 abonné, 2 abonnés, sa maman et sa meilleure amie, très bien. Et puis de dire: «Voilà, je suis éditrice». Oui, mais tu es éditrice de quoi, en fait? Donc Ouais, c'est compliqué. C'est un serpent qui se mord la queue parce qu'au final, je voulais parler de mon métier, sauf que pour avoir un métier, il faut avoir un métier. Donc voilà. Mais ouais, pour trouver un métier, il faut avoir des clients, donc il faut les rencontrer et se lancer sur les réseaux, donc c'est un peu ouais. compliqué. Mais voilà, j'ai commencé avec les éditions Priva, c'est comme ça que j'ai commencé. OK. Puis ton premier client, c'était comment? Que tu allais chercher toi-même là, sur les réseaux? J'imagine que ça a dû être un beau moment quand même, là, quand tu as vu que ah, peut-être que je peux faire ça finalement en freelance de mon côté, puis de quitter où je suis. J'étais terrifiée.
Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça J'ai peut faire ça aussi. j'ai eu très peur. Ouais, Donc ça a commencé par une visio, forcément. Donc on s'est rencontrés, en visio parce que, bon voilà, la personne n'habitait pas à Toulouse et j'étais terrifiée, donc j'avais préparé mon truc, j'avais mis des post-it sur mon ordinateur pour faire semblant de regarder la caméra, mais en fait, j'avais mes questions collées. C'était une catastrophe. Non, j'avais très peur, mais c'était il faut bien commencer quelque part, mais oui. c'était Ben c'était oui, tu le oui, syndrome de l'imposteur au début, là. exactement. Mais je les connaissais mes questions, c'est bête, mais j'avais besoin quand même de les afficher sur à côté de la caméra. C'est un bon truc. Oui. Et est-ce qu'il y en a d'autres des agences un peu en freelance au niveau de l'édition dans ton coin? Tu étais quand même une des premières à faire ça, ou en tout cas à être sur les réseaux puis à communiquer comme ça, ouais. Sur les réseaux, oui, en tout cas à ma connaissance, je crois que j'étais la seule au début. Maintenant, ça s'est démocratisé. Notamment, alors j'allais dire grâce au Covid, non, à cause Ouais. du Covid ou avec le Covid, il y a des gens, ils se sont lancés en freelance parce qu'on a découvert que les gens travaillaient très bien en télétravail, en Mhm. fait, que c'était un truc qui marchait, alors qu'avant, peut-être que les entreprises n'avaient pas trop confiance voilà, dans ce système de télétravail, de freelance, peut-être un peu moins. Donc ça s'est un peu démocratisé et quand je me suis lancée sur TikTok, en tout cas, j'étais vraiment la première à me lancer sur TikTok en édition freelance. Et maintenant, il y en a d'autres qui font du très bon travail et qui démocratisent aussi très bien, qui ont du très bon contenu. Voilà, donc ça s'est un peu démocratisé depuis Ok. 2021. Voilà, je me suis lancée en 2021. En 2026, il y en a un peu plus, ouais. OK. Puis l'évolution de ton agence, comment ça s'est fait justement du premier client jusqu'à peut-être pas. Ben, tu peux aller jusqu'à aujourd'hui comme tu veux, mais ça a été quoi un peu l'évolution? Est-ce que ça a été vraiment rapide ou c'est quelque chose qui est allé quand même assez relativement stable, mais qui au final qui a pris de l'ampleur et tout ça? Comment ça a évolué tout ça? J'ai commencé le 1er janvier 2021. En tout cas, je me suis lancée sur Instagram le 1er janvier 2021. Ma première story, c'était bonne année à tous, alors que j'avais Ouais. pas d'abonnés. Voilà. Et puis, j'ai bombardé niveau contenu. Je faisais mes missions en parallèle avec les éditions Priva. Fin 2021, j'avais quand même eu pas mal de clients. J'avais réussi à atteindre les 10 000 abonnés, je crois. Et Hachette m'avait contacté par message privé, ce qui était un peu lunaire. Et je travaille toujours avec Hachette d'ailleurs. Voilà. Et en 2023, j'ai basculé en société. Alors, je ne sais pas si c'est pareil, mais en France, on a le système d'auto-entreprise où on est en fait micro-entrepreneur. C'est un système simplifié de société avec, voilà, où on est seul. Et en 2023, j'ai basculé en société, donc en EURL, et j'ai embauché Alizé qui travaille toujours avec moi en CDI du coup. Et là, en 2026, j'ai quand même pas mal évolué puisque j'ai ouvert du coup une école virtuelle, l'école Miralta. Désormais, je travaille aussi au Festival du Livre de Paris en programmation young adulte, donc tout ce qui est littérature pour les 15-25 ans. J'ai été prof en 2023-2024 à l'Université de Toulouse en communication du livre. Et j'ai travaillé avec plein de maisons d'édition, plein d'auteurs, autrices indépendants. Voilà et puis plein d'expériences que j'oublie sans doute. J'ai été jury de prix littéraires. Ça s'est un peu accéléré, en 2023, je dirais. J'ai eu un peu une phase de descente, douce, en 2025 parce que je suis tombée enceinte et j'ai eu un bébé et forcément, quand on est entrepreneur et qu'on a un bébé, bah, c'est un peu compliqué de tenir la barre. Mais voilà, le papa est très présent, donc c'est très chouette. J'arrive à m'en sortir et voilà. OK. Ben quand même, c'est quand même une belle progression pour ce Oui, c'est vrai. milieu-là. J'ai pas l'impression, c'est ça que c'est, vu que c'est quand même niché, ça va quand même être difficile de faire sa place dans ce milieu-là pour avoir la confiance aussi de l'industrie. Je veux dire, tu fais de la sélection de livres ou que tu vas vouloir éditer, tout ça. Puis, est-ce que ça a été difficile pour toi d'aller chercher justement cette confiance-là de l'industrie, que ce soit par les auteurs, autrices ou par les autres professionnels du milieu? Tu sais, c'est la personne qui se lance, la TikTokeuse qui fait de l'édition, je sais pas, tu sais, des fois ça peut être mal perçu, mais comment tu t'es débrouillé à travers ça? Les auteurs-autrices, les personnes qui sont indépendantes, non.
Ils ont une très il y a une confiance, parce qu'ils ont conscience aussi qu'ils peuvent vendre leurs livres grâce au réseau, donc ils Ils sont sont très dans la même approche que toi, ils sont là sur les C'est réseaux ça. pour Ils faire. font la même chose. Ouais. oui, 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 c'est très lucide, de ce côté-là. Du côté des professionnels de l'édition, oui, j'ai déjà eu des regards, un peu de doute, voire de mépris. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Au début, ça m'atteignait beaucoup. Je me disais: «Zut, je mérite peut-être pas de travailler dans ce milieu. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je bosse pas dans la communication ou l'événementiel?» par exemple, puisque je suis sur les réseaux sociaux. «Qu'est-ce que je fais dans l'édition?» Mais en fait non, les livres, c'est ce qui me plaît, quoi, donc et puis ce qui est rigolo, c'est qu'en 2021, les éditeurs, ils étaient pas sur TikTok. TikTok, c'était la plèbe. TikTok, c'était quelle horreur. Non, TikTok, c'était des petites danses, c'était des trucs, c'était pas sérieux. Et puis en 2026, tout le monde est sur TikTok, quoi. Donc ils se rendent compte aussi qu'il y a peut-être un public des lecteurs et des lectrices à aller chercher sur ce réseau social-là. Donc c'était pas simple. Je pense que ça l'est peut-être toujours pas. Je pense que je suis toujours méprisée, sans doute, hein, par des gens, dans le milieu de l'édition, mais le jeu en vaut la chandelle, comme on dit, donc voilà. Et puis c'est grâce à ça que j'ai un métier aussi, donc quand on n'a pas de réseau ou de contact dans le milieu de l'édition, c'est très dur de rentrer dans ce milieu-là qui est très brumeux, très opaque. Donc il faut bien se faire une place et bah, c'est la façon que j'ai trouvée de m'en faire une, voilà. Bah, à travers quand même de multiples heures de travail parce que t'en as publié quand même des vidéos, pas qu'une, au fil des années. J'en ai publié, oui, effectivement. Et ça, c'est une de mes questions, justement, pour toujours trouver des idées de contenu. Tu sais, au début, tu dis, tu présentais un petit peu comment ça fonctionne le milieu de l'édition, mais là, à un moment donné, t'as parlé de tout ce qu'il y a à dire. Comment tu fais pour trouver d'autres idées? Est-ce que tu parles de livres que tu lis en ce moment? C'est quoi que tu présentes aujourd'hui sur tes réseaux? Je parle beaucoup du milieu de l'édition en règle générale, mais aussi du milieu du livre. C'est vrai qu'au début, j'étais très centrée sur l'édition. Donc c'était vraiment des infos que j'apportais sur comment le livre se faisait éditer, etc. Puis j'ai vraiment eu l'impression au bout d'un moment d'avoir fait le tour, quoi. Ça fait quand même 6 ans, 5 ans. Donc bon, au bout d'un moment, j'ai tout dit. Donc là, je suis beaucoup plus axée sur l'humour et sur tout ce qui est texte, littérature, rhétorique. J'ai fait notamment une série où je fais une analyse linéaire des textes de rappeurs, francophones notamment. Voilà, où j'exagère un peu le trait pour montrer que, voilà, on peut, toujours, pousser plus loin l'analyse et parfois faire dire des choses aux gens qui n'ont pas forcément envie de dire. Toujours dans la même vision de dire, voilà, en fait, la littérature, ça peut être extrêmement simple. On a droit de penser que ça peut être très compliqué, dans plein de sens possibles, mais en fait, c'est parfois il faut rester littéral et ça peut être simple, quoi. Donc voilà, après les idées de contenu, je les ai, beaucoup dans ma vie quotidienne, en règle générale, et puis par les missions que j'ai aussi, parce que je publie beaucoup par rapport à mes missions. Là, j'ai lancé un book club, un système de j'ai lancé des brunchs littéraires aussi. Je vais créer un bal littéraire qui aura lieu en août, donc je fais beaucoup de contenu autour de ça aussi. Voilà. Et Ça quand t'en même. fait beaucoup dans ton assiette. Oui, Ouais, c'est ça. Là, il y a plein de Les choses qui grosses arrivent, journées. justement. Les formations, le book club, tout ça. C'est sûr que ça doit prendre beaucoup de ton temps, là. Quand même. oui, mais j'aime ce que je fais, Ouais, tant mieux. ouais, c'est ça. Puis ton book club que t'as, justement, je voulais en parler parce que je l'avais vu passer aussi. C'est en physique, hein? C'est en présentiel. Tout le monde se rencontre quelque part. C'est pas un truc Zoom. Fait puis pourquoi justement le faire en présentiel versus un peu à distance quand il y a plus de gens qui pourraient rejoindre? C'est quoi que tu voulais aller chercher avec ça? Parce que Toulouse, parce que le sud de la France, en fait, tout se passe à Paris. Donc moi, je voulais vraiment faire quelque chose qui se passait à Toulouse. Il y a plein de book clubs qui existent à Paris. Et je voulais vraiment créer quelque chose dans la ville de Toulouse, sachant que, bon, certes, je suis toulousaine, mais c'est aussi la première ville étudiante de France. Et puis, il y a une vie culturelle qui est assez riche. Et parce que j'en ai aussi un peu marre de rester derrière mon ordinateur, quoi. Donc, je voulais voir des gens en Tu l'as vrai. fait pour toi, là, pour aller à l'extérieur rencontrer des gens. Non, moi, c'est très égoïste. Voilà. Je l'ai fait pour moi. Comment vous faites pour la sélection de livres? Parce que je suppose qu'il y a quand même des genres et des intérêts différents.
à l'intérieur du book club? La sélection de livres, alors je travaille toujours avec Alizée, on a décidé qu'il y aurait 2 livres. Donc, les filles qui se alors je dis les filles, parce qu'il y a jamais eu encore de d'hommes. C'est Appel à pas qu'on vous. Vous pouvez c'est pas relever. qu'on les peut pas, mais c'est que ils ne Il y en viennent a pas. pas. Ouais. Je veux dire les filles, voilà. Donc les filles, elles ont toujours le choix entre 2 livres, un livre de littérature générale et un livre de littérature young adulte, new adulte. Donc on a décidé de faire ce système, notamment parce que le public de Miralta, bah, c'est très, 25-30 ans. Mais parmi les gens qui ont 25-30 ans, bah, il y a des gens qui lisent de la littérature générale et d'autres qui lisent du new adulte, young adulte, quoi. Donc voilà. Donc on a décidé de faire comme ça. Et après, au niveau de la sélection des livres, on décide d'un thème et avec nos maisons d'édition partenaires, on leur dit, voilà, dans ce thème-là, qu'est-ce que vous avez à nous proposer qui puisse matcher le thème, sachant que le thème, il est commun aux 2 livres. Voilà. C'est comme ça qu'on a décidé de fonctionner. C'est OK. original comme ça. Je suppose qu'il y a des thématiques qui peuvent être discutées dépendamment du livre que tu lu. C'est smart. Oui, ouais. Donc, fait qu'il peut y avoir des personnes qui n'ont pas lu le même livre, mais ils participent à la même discussion, puis au même. Il y a vraiment alors on est sur une grande table, mais il y a 2 Ouais. côtés de la table avec Ah, Alizée qui anime le livre young adulte, new adulte, moi de l'autre côté. Mais, en fait, on correspond sans cesse et puis, il s'est trouvé que les filles du book club, c'est toujours les mêmes filles plus ou moins qui viennent, sachant que c'est sur inscription, donc il faut vraiment être la première qui s'inscrit et puis il y a pas de sélection quoi, c'est qui veut vient. mhm. Et au final, on a créé un groupe de copines et on se voit souvent pour parler de livres et d'autres en dehors des book clubs. OK. Il y avait Hamnet par exemple, on a lu Hamnet. Pendant un book club, on est toutes allées voir, Hamnet au cinéma derrière. On est allées Ah, voir avez-vous aimé l'adaptation? Est-ce que vous l'avez aimé? tout le Parce monde que a j'ai lu le livre, mais j'ai pas vu le film encore. ah, il faut le voir, je pense, mais tout le monde a pleuré, c'était terrible. On était Ouais. toutes au cinéma, tout le monde, des grosses larmes et tout. Il y avait des gens qui se Juste en lisant le livre, j'étais comme As-tu ah pleuré, oui, Dédé, quand t'as lu le livre? ben oui. Ah Je ouais? ah veux oui. dire, la fin, c'est vraiment, ça frappe fort. Mmh mh. Ouais. Et OK. le film, franchement, rend justice au livre et il est très OK. fidèle, vraiment. Et puis il est déchirant, quoi, Ouais. je vais pas Ouais, spoiler. fait que vous faites pas juste la lecture, par exemple, d'auteurs français. Vous allez aller chercher des livres plus, internationaux aussi. Ben là, le prochain, on va lire Daisy Wood, La bibliothèque de Windsor. Donc c'est parfois des traductions, parfois des livres, français. Il y a une, autrice palestinienne qu'on va lire bientôt. On a décidé de faire des textes divers et variés, pas Mmh. forcément que des autrices et des auteurs français. OK. OK. Puis, est-ce que ça arrive des fois quand tu proposes des titres pour le book club qu'il y a des gens qui l'ont déjà lu? Puis, comment ça fonctionne? Je me suis toujours demandé. Puis, s'il y a des gens qui veulent pas le lire, est-ce que tu as le droit de sauter un mois ou comment ça Et fonctionne? oui. Bah, c'est sur Ouais. inscription, donc si les gens voient sur la page d'inscription qu'ils Ah, ouais, ok, je comprends. ont Ouais. envie, ils Ok. le lisent pas, ils s'inscrivent pas. Après, c'est toujours des nouveautés. Donc c'est des livres qui sont sortis le mois même ou qui vont tout juste sortir. Donc en Hmm. général, les gens n'ont pas encore lu. Ah, ok. Parfait. Puis c'est un par mois? Comment ça Oui, c'est un fonctionne? book club par mois. Ok. Ok. Ouais. Intéressant. Puis, sinon, toi, dans tes lectures, qu'est-ce que tu aimes lire? Qu'est-ce que tu lis? Puis, ouais, je serais curieux de savoir ça. J'aime lire des trucs bien sombres, heu, Ok. des romans noirs, des thrillers, des histoires de meurtres, tout ça. C'est ça qui me met en joie au quotidien. J'aime en tant que lectrice, je lis pas trop de romances. J'aime pas vraiment ça. Après mon livre préféré, c'est La nuit des temps de Barjavel, donc il y a une histoire de romance dedans, mais c'est quand même de la SF. Mais des livres romances où c'est vraiment le cœur du récit, je décroche un peu, j'ai un peu de mal. Donc je lis pas mal de poésie et pas mal de thrillers, romans noirs, voilà. Ok. Puis après je lis pour le travail quoi, donc des trucs, des livres pratiques de sciences humaines et cetera. Ok. Est-ce que tes goûts littéraires influent dans ton travail d'édition? Est-ce que tu as le luxe de pouvoir choisir ce sur quoi tu édites ou au contraire, tu fais le choix d'éditer des choses que tu n'aimes pas, comme ça tu es détaché Mmh. du texte? Je j'édite parfois des choses que je lirais pas en tant que lectrice. Parfois je refuse des missions parce que j'ai tout simplement pas envie ou que c'est pas forcément dans mes valeurs ou tout ce qui est dark romance par exemple, j'ai du mal parce que je sais que j'arrive pas à avoir beaucoup de recul sur ça.
mais j'édite pas mal de les auteurs indépendants en tout cas, j'ai beaucoup d'autrices qui font de la romance et j'adore, éditer ça parce que je le vois vraiment d'un point de vue du travail avec, comment décortiquer les relations humaines, les sentiments, comment faire en sorte que ça soit naturel, mais en même temps qu'il y ait du suspense. Donc j'aime beaucoup éditer de la romance alors que je j'aime pas forcément en lire pour le plaisir, mais quelque part tant mieux parce que quand j'édite, des thrillers ou des romans noirs, j'ai il y a un shift qui se fait, j'ai du mal, à tel point que quand je passe une grande journée sur un texte, vraiment une grosse journée, voilà, où j'ai édité un texte d'un certain genre, si après derrière je prends un livre pour me détendre, je peux pas m'empêcher de chercher les fautes ou de me dire: est-ce que ça, il faudrait pas que je le» et c'est terrible. Moi je veux pas en être à ce niveau-là. Je veux juste lire pour me détendre. J'ai pas envie de commencer à travailler sur le texte que je lis, voilà. Donc je travaille pas forcément sur des choses que j'aime lire et vice versa. Ouais. Ben justement, on avait reçu Aude Berthelot là, il y a 2 semaines environ sur le podcast, puis elle était un peu dans la même optique que toi. Là. Elle disait que, de mémoire, là, que les livres qu'elle éditait, c'était pas le genre qu'elle allait lire de son côté. Comme ça, elle est capable de bien différencier son travail de sa lecture personnelle. Là. Fait que, Mmh. mais Elle c'est est très ça. chouette. Pardon? Elle est très chouette, Aude. Ouais, 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 on ouais, a c'était vraiment passionnant aimé. l'épisode. Mmh. Ouais. Ah, il devrait sortir bientôt, je me rappelle plus quand, mais oui. Fait que ça va sortir Je pense qu'il est éventuellement. sorti, elle dit, au moment où les personnes nous Ouais, écoutent. c'est ça, là. La temporalité là, est un peu C'est- mélangée, là. Ouais, on est dans le futur, dans le passé en même temps, mais Ouais, c'est ça. C'est pas clair. Mais je me dis, t'es chanceux aussi dans un sens que la romance, c'est pas quelque chose que t'aimes lire, puis c'est sur quoi tu veux travailler, parce que j'ai l'impression que l'industrie présentement est très orientée romance. Puis toi, est-ce que j'imagine que les demandes que tu vois arriver, ça doit être en grosse partie ça, j'imagine, hein? Oui. Après, il y a aussi différents types de romances. Je sais que je travaille, dans mon travail au Festival du livre, je suis programmatrice, donc je programme les scènes entre, autrices et auteurs qui sont présents et présentes au Festival du livre. Mhm. Donc moi, vu que je suis en young adulte, new adulte, effectivement, la romance, c'est une très grosse part, en fait, de la programmation young adulte. Mais il y a pas que ça, il y a de la romantasy, il y a de la fantasy, il y a tous les autres genres de l'imaginaire, et puis il y a de la romance historique, de la romance policière, il y a aussi plein de choses. Donc certes, la romance, c'est un gros morceau, mais je dirais qu'il y a pas que ça non plus, quoi. Et puis quelque part, tant mieux, parce qu'il y en a pour tous les goûts, au final. Ouais, non, non, c'est sûr. Mais des fois, quand il y a des tendances dans un marché, souvent, quand on voit que c'est la romance qui fonctionne super bien présentement, mais si t'es un auteur, une autrice, tu vas dire, ah, je pourrais peut-être écrire de la romance. Fait que j'imagine qu'ils en amènent encore plus sur le Oui, marché. Fait que c'est juste c'est une petite vrai. Après, réflexion comme ça. je me dis que quand un auteur ou une autrice a vraiment envie d'écrire, je sais pas s'il pense en termes de marché. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Parce que, ouais, est-ce qu'il y en a beaucoup des auteurs qui vont écrire différents genres? Je sais pas, où il y a souvent une spécialité. J'imagine que Ouais, je t'en pense qu'il connais y un a de peu la plus que nous. spécialité. Ouais. Après, j'ai l'exemple d'un monsieur que je connais qui est universitaire en sciences humaines et qui, du coup, fait des recherches universitaires et qui écrit des livres voilà, de recherche universitaire en sociolinguistique et qui écrit des romances coquines sous un pseudo. Ah, Parce que, Ouais. ma foi, il a envie, quoi. Donc, ouais, c'est trop chouette. Et puis son pseudo, en plus, c'est Tracy Woods ou Tracy Roses, je sais pas. Voilà, donc ouais. c'est marrant. Je pense qu'il y a des gens, après, ils ont des goûts différents, quoi. Donc, c'est pas forcément incompatible aussi d'écrire de la romance Mhm. et de la fantasy. Mais bon, après, effectivement, en général, on écrit ce qu'on aime lire, quoi. Ouais, ouais, C'est c'est. ça. ce Puis qu'on voudrait lire, ouais. t'écris aussi l'idée qui te vient en tête. Tu dis pas, ah, en ce moment, sur le marché, c'est beaucoup de la dark romance, fait que je vais en écrire une. Tu y vas Mm. avec ton feeling aussi. Ou peut-être Je- que si t'as une idée de livre en tête, mais que t'es pas sûr de te lancer, puis que tu te dis c'est ça qui fonctionne, peut-être que ça va te pousser à le faire un peu plus. Je sais pas, peut-être. Mais tu sais, le temps que tu écrives ton livre, ton manuscrit, que tu l'édites, La tes mode est cinquième peut-être passée. réécritures, tu sais, rendu là, est-ce que ça sera toujours cette tendance-là qui va présider le marché? Mhm. C'est vrai. La romantasy, il y a un grand retour depuis 3-4 ans, et pourtant, avant, c'était pas trop ça, quoi. Ouais, Non, c'est c'est ça, vrai. hein. C'est ça que c'est. Après, des fois, enfin, c'est très marketing, hein, parce que j'ai l'impression que
de la romance en fantastique, il y en a toujours plus ou moins eu, toujours plus ou moins eu, surtout en young adult, c'est quand même très, c'est des schémas qu'on connaît, qu'on a tous lus, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont un peu, rebrandé ce terme-là, peut-être pour le rendre un peu plus adulte. Il y a évidemment aussi, la romance un peu plus épicée, un peu plus smut qui s'immisce aussi là-dedans, mais des fois, j'ai l'impression qu'ils prennent juste quelque chose qui a fonctionné, qui a toujours existé, mais ils le rebrandent avec un mot, ah bah ça, c'est la tendance du moment. Oui, totalement. Oui, oui, je pense. Et puis même avant, le terme new adulte, par exemple, il n'existait pas. Et il existe depuis quelques années seulement parce qu'on s'est rendu compte qu'on peut pas mettre en young adulte des textes avec des scènes de sexe explicites, par exemple, alors qu'il y a des petites filles ou des jeunes filles de 15 ans qui lisent ça. Donc Ouais. le marché évolue toujours. Et puis aujourd'hui, en 2026, on fait très attention à ce qu'on écrit, à ce qu'on édite, au trigger warning, à comment les lecteurs vont se sentir. On fait beaucoup plus attention à ça. Il y a quelques années, c'était quand même un peu plus flou. Là, j'ai l'exemple d'une romance coréenne sur laquelle je travaille avec une maison d'édition française. Heu et c'est une traduction d'une romance coréenne qui elle-même est écrite à partir d'un webtoon. Donc D'un en fait, quoi? D'un... un webtoon un webtoon, c'est un manga mais sur l'ordinateur, donc avec un Ok, format où on ok, slide comme ça. Donc c'est pas des pages qu'on tourne, c'est ok. vraiment un manga sur téléphone ou sur ordinateur avec un système de lecture qui est un peu différent, où on tourne pas les pages. Donc il y a le webtoon. Finalement, il y a une maison d'édition en Corée qui a écrit une romance à partir du webtoon. Et là, c'est une maison d'édition française qui traduit la romance. Enfin, bref. Ouais. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une scène de viol qu'on pouvait pas mettre. C'était impossible. Ouais. C'est pas une histoire de marché français, c'est juste une histoire de morale, de logique, parce que la scène de viol était romantisée et que c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Mhm. Donc en fait, on a juste décidé de pas la traduire, pas la mettre, quoi. Donc Ouais. il y a une histoire de marché, il y a une histoire de pays aussi, parce qu'en fonction des pays ou des zones de langage, bah, on fonctionne peut-être pas pareil. Et donc c'est vrai que c'est complexe et ça bouge très vite et beaucoup. Ouais. Cette Est-ce décision-là de retirer la scène, il a-t-il fallu la soumettre à l'auteur ou c'était comme nous, on va faire ça, puis t'as pas ton mot à dire? Je sais pas parce que je suis pas en lien avec l'auteur. Moi, je travaillais OK. vraiment avec la traductrice et la maison d'édition. Et la traductrice nous a dit, ben voilà, il y a ça, qu'est-ce que je fais? Et on lui a dit, mais ne traduis pas en fait, ne prends pas la OK. peine. C'est pas besoin que tu travailles sur ça parce que non. Après, au niveau je sais pas comment ça fonctionne. Alors, je sais qu'en France, quand on signe un contrat en tant qu'auteur ou autrice, on cède les droits. Donc, en fait, c'est la maison d'édition qui a les droits sur notre texte. Et quand il y a un contrat qui est signé avec une autre maison d'édition ailleurs pour une Mhm. traduction, normalement, il y a un droit de regard quand même. Mais là, je sais pas comment ça a fonctionné. Alors, peut-être que l'auteur a été mis au courant et qu'il a dit oui, bon, effectivement, d'accord. Peut-être qu'il n'a pas été mis au courant, je sais pas trop. Mhm. OK. est-ce que le travail d'édition en traduction puis sur un texte original, c'est un spectre qui est complètement différent? C'est-à-dire en Ben, c'est-à-dire? est-ce que quand la personne qui traduit une œuvre qui n'est pas en français, est-ce que ça doit aussi passer en édition pour la fluidité, la linguistique, puis voilà, je suppose aussi bon, tout ce qui est mise en page, etc. Mais vraiment sur le travail du texte, est-ce que ce travail-là, il est différent quand on travaille sur un texte qui de base a été écrit en français? C'est pas différent parce que souvent toujours d'ailleurs, le traducteur est considéré comme un auteur. Il est payé en droit d'auteur. Ah Donc ouais, c'est ça, je savais pas ça. le texte Ouais. qu'il produit, ouais. Alors ça dépend des textes parce que des fois c'est comme les illustrateurs, c'est des auteurs aussi les illustrateurs, ils sont payés en droit d'auteur. Alors parfois ils Mhm. sont payés par, vignette, donc par, forfait, mais c'est rare. La grande majorité du temps, un traducteur, c'est un auteur. Donc, on édite un texte d'un traducteur comme on éditerait un texte d'un auteur qui a déjà écrit en français son texte. Et puis, c'est toujours nécessaire d'avoir un éditeur aussi pour avoir un point de vue extérieur. Et l'éditeur, il peut agir sur plein de niveaux différents. Euh, Moi, j'avais travaillé par exemple sur un texte d'un YouTuber True Crime, j'ai un accent pourri, qui est un très bon youtubeur français, qui fait des vidéos incroyables. Moi, je l'écoute pour m'endormir, j'adore ça. C'est C'est très glorieux. qui?
Si tu C'est peux dire son nom. Max Guys. Ok, non, je connais pas. Nous, au Québec, on a Victoria Charlton. Je sais pas, mais. J'adore Victoria Charlton. Ouais. Je l'avais programmée au Festival du livre de Paris il y a 2 ans. Ah ouais. J'ai réussi à lui parler. Elle m'avait dédicacé un livre et tout. J'étais très intimidée. Ah oui, c'est très chouette ce qu'elle fait. Ouais. Mais Max Guys, il fait des trucs un peu sombres. Enfin voilà, il filme dans sa cave. Il y a une ambiance très glauque. Moi, je suis très friande de ça. C'est très chouette. Et il voulait écrire un livre. Et autant c'est un youtubeur incroyable, il a un storytelling de fou, etc. Autant ben, c'est un métier différent d'être auteur, quoi. Donc Hmm. moi, mon rôle, c'était de pouvoir traduire ses idées. Donc il y avait un script très détaillé avec beaucoup d'idées, etc. Et puis c'était d'éditer ça, quoi. Donc le travail Ok. d'édition, il est parfois hyper d'un texte à l'autre, ça peut être totalement différent. On peut avoir des textes très propres, presque finis, où on se dit bon ben parfait, là. Bravo, il y a pas grand-chose à faire, même si c'est rare, mais voilà. Et puis il y a des textes parfois où il faut vraiment écrire, quoi, où il y a beaucoup plus de choses à faire, en termes Hmm. d'édition. Est-ce que l'éditeur, il doit essayer de comprendre la voix puis le style de l'auteur pour essayer d'avoir des corrections qui sont au plus proche pour ne pas dénaturiser son travail? Bien sûr. Après les commentaires de l'éditeur, ça va jamais être sur des reformulations, on va jamais, comment dire? On va jamais agir sur son ton de voix. Par contre, on va être capable de lui dire: «Bah, là, l'arc de ce personnage, il est pas très logique» ou alors «L'intrigue va trop vite» ou alors, «Ces personnages-là, ils agissent de manière pas très cohérente par rapport à ce qui s'est passé au chapitre précédent» ou alors «Ici, c'est pas cohérent parce qu'au niveau de la chronologie, il y a un truc qui cloche» et on propose toujours des solutions. Évidemment, l'objectif, c'est pas de dire: «Là, c'est nul, bon travail», c'est de dire: «Bah, là, il y a peut-être un souci, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est un petit peu moins bien. Comment on peut faire pour que ça aille mieux? Bah, je te propose soit cette piste, soit cette piste, soit cette piste». Donc ça, c'est le travail de l'éditeur. Après, on va jamais, en tout cas, moi, c'est pas, ce que j'ai envie de faire, agir sur le style de l'auteur, quoi. Donc moi, je fais toujours une relecture à sec, j'appelle ça, où je fais un lissage du texte. Donc je fais vraiment les pétouilles, quoi, les apostrophes mécaniques et automatiques, les retours à la ligne, où vraiment je fais un premier passage de texte histoire de bien capter l'ambiance et ce que l'auteur ou l'autrice veut vraiment écrire, quel est son style. Et après, je me dis, bon, ben voilà, comment je peux l'aider? Et l'objectif, c'est toujours d'aider l'auteur. C'est pas de moi tordre le livre pour faire un truc que moi j'aurais pu écrire, quoi. Ça, c'est dans ce cas-là, moi j'écris un livre, hein, si c'est mon but. Mais voilà. Ouais. Intéressant. Puis, comment fonctionne votre sélection? Parce que j'imagine, quand on entend parler des maisons d'édition, souvent les auteurs, autrices vont. Ça prend beaucoup d'essais avant de rentrer en contact ou dans un partenariat avec une maison d'édition. Fait que là, de ton côté, en tant que maison d'édition, comment la sélection se fait? Moi, j'ai pas de maison d'édition. C'est un système un peu compliqué, mais moi, j'ai vraiment une agence éditoriale. Donc, je suis éditrice freelance. Donc, j'aide des auteurs et des autrices à s'auto-éditer. Hmm. Donc, je prends pas de part sur leurs livres. Je suis prestataire de service. Je les accompagne pour le travail du texte, la maquette, la com, etc. Une fois que le livre est en vente, vol petit poney, c'est pas mon. Voilà, c'est toi qui touches tes droits. Voilà. Et je travaille avec des maisons d'édition qui ont besoin de prestataires extérieurs. Donc moi, je ne suis pas une maison d'édition, je suis Ok, vraiment je comprends. Ouais. après, comment fonctionne la sélection? Ben là, récemment, j'ai fait partie du jury du concours Ozu. Ozu, qui est une maison d'édition jeunesse et young adulte. Et du coup, ben, il y a eu énormément de participation. La maison d'édition Ozu a sélectionné 5 textes. Et parmi les 5 textes, il fallait désigner le ou la gagnante. Et en fait, donc on a tous lu les textes et c'était très simple. En fait, c'est quel texte est le plus abouti, quel texte sans doute alors n'est pas parfait parce qu'on cherche pas un texte parfait, ça existe pas forcément. Le but, c'est aussi de travailler sur le texte, quoi. Mais quel texte, répond le plus aussi à la ligne éditoriale de la maison d'édition? Parce Ouais. qu'ils se sont présentés au concours Ozu, donc c'est pas Gallimard, c'est Ozu, voilà. Et derrière, qu'est-ce qui est intéressant au vu du catalogue? Donc Ozu, en ce moment, publie plutôt tel genre de texte. Qu'est-ce qui serait bien dans le catalogue? Est-ce que ça ferait pas tâche? Est-ce que ça s'insérerait bien?
Mais en même temps, qu'est-ce qui est bien d'éditer, qui puisse aussi être un peu original et sortir du lot? Donc c'est toute une réflexion. Qu'est-ce qui peut se vendre bien? Parce qu'on sait que les gens aiment ça et parce que c'est logique de vendre ça. Mais en même temps, qu'est-ce qui n'a pas été vu et revu? Donc c'est un équilibre subtil, on va dire. Ouais. Puis, est-ce que ça arrive souvent, là, ben, tu viens de le dire que des fois tu vas suggérer des pistes d'édition là, pour plaire ou en tout cas rentrer dans une ligne éditoriale d'une maison d'édition, mais est-ce que ça arrive souvent de ton côté quand tu reçois un texte, tu dis si tu veux rentrer dans telle maison d'édition, il faudrait faire ça comme ça, ou est-ce que c'est des discussions qui sont quand même présentes dans ton quotidien? Heu, oui et non, parce que moi, comment je fonctionne, en général, un auteur fait appel à moi ou une autrice fait appel à moi. On travaille le texte. Une fois que le texte est fini, OK, quelle maison d'édition, matcherait avec ton texte? Ok. Jamais l'auteur arrive en disant: «Voilà, moi je veux être publié par Flammarion, c'est comme ça et pas autrement», parce que Mhm. dans ce cas-là, c'est casse-gueule. On sait d'emblée que ça va pas le faire et que c'est très compliqué. Bon, mais du coup, d'abord on travaille le texte, on le polit, on le finit bien, on le parfait au maximum. Une fois qu'il est fini, ben voilà, on se pose, on discute. Quelle maison d'édition, toi, tu as envie d'approcher? Et puis quelle maison d'édition serait intéressée par ton texte? On essaie de croiser les choix et de trouver les maisons d'édition qui pourraient convenir à l'auteur, quoi. Ouais. Est-ce que ça arrive que certains certains manuscrits se rendent pas jusqu'à la publication? Que ça s'arrête à l'édition? Oui. Parce qu'ils ont pas trouvé de fit, particulier, ouais. Oui, ça arrive. En règle générale, c'est très compliqué parce que les manuscrits, il y a 1 des manuscrits qui sont acceptés par les maisons d'édition en France, parmi ceux qui sont présentés. Alors forcément, dans ce qui est envoyé, il y a plein de choses qui sont pas abouties, donc les 1 c'est un peu biaisé. Mais derrière, oui, et j'ai énormément d'auteurs et d'autrices qui me disent: «Voilà, moi mon but c'est de me faire éditer par une maison d'édition, mais si je suis pas éditée par une maison d'édition, pas grave, je me lance dans l'auto-édition». En fait, OK. mon but c'est juste d'être éditée quoi, de trouver des lecteurs, de réussir à vendre mon texte et voilà. Et puis autant l'auto-édition, c'était quelque chose d'un peu honteux il y a 10 ans, voilà, l'auto-édition, c'est pour les auteurs ratés, ah là là, l'auto-édition, tu t'auto-édites parce que tu as pas trouvé de maison, ton texte il est pas abouti et cetera. Autant aujourd'hui, c'est un choix. Il y a des autrices qui m'approchent en me disant: «Voilà, moi je veux me faire auto-éditer, je veux pas trouver de maison d'édition. Voilà, je veux être maîtresse de mon texte de A à Z, choisir ma couverture, faire moi-même ma communication», c'est un choix conscient, voilà. Il y a de plus en plus de gens qui veulent se faire auto-éditer. Ouais. Ben, il y a tout l'aspect justement des réseaux puis du personal branding qui rentre en ligne de compte, qui peut t'aider justement à pousser ton œuvre là, par toi-même. Fait que j'imagine que les gens qui font ça, c'est quand même une bonne confiance de dire que je peux monter mon univers moi-même, je peux aller chercher faire grossir mes réseaux justement. Mais il faut quand même savoir dans quoi on s'embarque, j'ai l'impression, quand on C'est est en dur. auto-édition là. C'est dur, parce que déjà, il faut écrire son texte. Alors quand on a fini son texte, qu'on a posé le point final, déjà c'est Mm. fabuleux, c'est incroyable. Il y a des gens qui passent des années et des années à écrire leur texte et en fait non, c'est que le début, quoi. Donc, Ouais. l'édition, ça peut paraître un peu, des fois, décourageant, mais il y a une raison pour laquelle les auteurs ou autrices ne touchent qu'en moyenne 9 du prix du livre. C'est Ah, parce que c'est qu'il y a un derrière gros travail derrière là, une de. équipe énorme. Alors c'est injuste, pourquoi? Parce que les auteurs-autrices sont au début de la chaîne du livre. Donc en fait, tous les chaînons qui vont arriver après ont un moyen de pression sur le précédent. Et quand on regarde la chaîne du livre, les personnes qui sont tout au bout, qui sont les libraires ou les points de vente, c'est eux qui touchent le plus. Pourquoi? Parce qu'ils disent: «Bah, voilà, si on touche pas ça, toi tu as pas ça». Donc après, c'est les diffuseurs, distributeurs qui touchent le plus et qui disent aux imprimeurs et éditeurs: «Nous, si on touche pas ça, mais toi tu as pas ça», et cetera, et cetera. Et l'auteur, malheureusement, il est tout au bout de la ligne. Il touche 9 en moyenne et parfois moins. J'ai vu des maisons d'édition qui proposaient 6 et c'est un scandale absolu. Et voilà. Et en fait, on se retrouve dans un système où les auteurs-autrices envoient leurs textes à des maisons d'édition en sachant très bien, même s'ils ont passé, 9 ans à écrire leur livre, qui vont toucher 8 à 9 et pris, pour que leur texte soit accepté, quoi. Donc il y a un système quand même d'injustice, dans ce monde-là et je conçois totalement que des gens veuillent absolument se faire auto-éditer. C'est totalement légitime. Ben oui, puis toi aussi, en plus, t'offres le service, de coaching pour les aider un petit peu sur leurs réseaux sociaux, si j'ai bien compris, sur ton site web? En fait, je fais de l'audit sur les réseaux sociaux des auteurs et OK. autrices.
et je leur propose un calendrier éditorial et je les accompagne dans les posts pour un objectif précis. Donc soit agrandir leur communauté, soit faire la promotion d'un livre, précis, et cetera, et cetera. Et puis à côté, Cool du ça. coup, je propose des cours de montage de vidéos, des cours de storytelling, des choses qui peuvent aussi les aider au quotidien, dans la création de contenu, parce que c'est pas forcément inné, quoi. Il y a des gens qui ont le truc pour créer du contenu, bah félicitations. Il y a des gens qui ont aussi le truc pour écrire. Puis il y a des gens qui, voilà, euh, T'as besoin d'un qui, coup de main. voilà, exactement, qui ont besoin d'un coup de main. Est-ce que tu dirais que commencer sa promotion sur les réseaux sociaux devrait se faire pendant l'écriture ou quand le texte est abouti et prêt à être vendu? Pendant l'écriture, absolument. Il faut montrer les coulisses. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi, alors j'ai le soleil en pleine tête. Pardon. J'ai l'impression il y a les lumières de Dieu qui me frappent. Je vais avancer mon ordinateur. Je sais pas si vous c'est pareil, mais sur les réseaux sociaux, j'adore regarder des gens qui rénovent leur maison. Ça me fascine. Mmh. Les gens qui rénovent, ils achètent une maison pourrie et ils cassent tout, ils refont tout. Alors aujourd'hui, on va peindre, aujourd'hui, on va refaire la salle de bain, ça me fascine. Et le concept de créer du contenu pour son livre, ça doit être exactement la même chose. On montre pas sa jolie maison finie, parce que bah, félicitations, t'as une belle maison, et alors? Bah, voilà. Ta maison est jolie, mais il faut vraiment montrer comment on fait pour arriver à cette jolie maison. En fait, c'est le processus presque qui et il y a plein de gens qui l'ont très bien compris, et des gens qui font des cookies, par exemple, qui montrent les coulisses de leur, atelier de cookies. Voilà, ils se montrent en train de faire leurs cookies, en train voilà, les galères d'entrepreneurs, leur boutique qu'il faut rénover, et cetera, plutôt que de dire: «Bah, achetez mes cookies, ils sont bons», quoi. Ouais. Parce que bon et aujourd'hui, on achète un livre, d'un auteur ou d'une autrice auto-éditée aussi parce qu'on apprécie la personnalité de la personne. Il y a tellement de livres, en vente. J'avais un prof en licence d'édition qui me disait: «Il y a plus de gens qui écrivent des livres que de gens qui lisent». Ah ouais. Et c'est terrible, en fait, quelque part. Donc si on veut vraiment se différencier dans la masse de gens qui écrivent des livres, il faut documenter son écriture, montrer sa personnalité. Voilà, si on écrit de la romance, bah, il y a plein de romances qui sortent, tous les jours, sur Amazon, en librairie, donc comment faire pour sortir du lot, quoi? C'est vraiment la question et montrer le processus, c'est une des solutions. Ouais. Ça doit être difficile quand même de montrer son processus d'écriture sans montrer ce qu'on écrit, puisque je suppose qu'au bout d'un moment, on arrive à un moment de l'histoire où ben, ça ne fait plus partie du synopsis, donc on ne peut pas s'avancer sur qu'est-ce qui se passe. Donc comment est-ce qu'on en parle? Oh, je voulais faire ça pour ce personnage ou ça pour ce personnage, mais en même temps, on peut pas nécessairement en parler parce que ça serait considéré comme un spoiler. Oui, oui, moi je parle souvent de la méthode CLIC aux gens que j'accompagne. Donc le premier C, c'est chronique, le L, c'est lifestyle, le I, c'est inspiration et le dernier C, c'est communauté. Ça fonctionne aussi si on crée du contenu littéraire en tant qu'influenceuse littéraire, par exemple. Donc le C de chronique, quand on est influenceuse littéraire, bon, ben chronique, c'est pas compliqué. Quand on est auteur ou autrice, c'est je fais des chroniques sur l'écriture de mon livre. Donc aujourd'hui, j'ai bloqué sur tel chapitre, mais j'ai trouvé une solution. Aujourd'hui, j'ai avancé sur ça, voilà. Tel personnage, je le déteste, mais je dois quand même l'intégrer dans mon texte. Machin, il est mort, enfin, tel personnage, je vais pas spoiler, mais est mort, aujourd'hui dans mon texte, je me sens mal, mais il fallait quand même qu'il décède pour que mon intrigue avance, ta ta ta. Donc on arrive aussi à trouver des solutions pour pouvoir parler de son texte en donnant envie, sans tout spoiler. Le L de lifestyle, c'est, bah, ma vie d'autrice. Voilà mon bureau, voilà où je travaille, voilà mes techniques de travail. Je bosse le matin, par exemple, ou le soir. J'adore le café, j'écoute du Céline Dion, en écrivant. J'ai 2 enfants, je montre jamais leur tête parce que je suis pas à l'aise à cette idée. Très bien. Mais voilà, donc mes journées sont rythmées par ça et je dois écrire quand je trouve 5 minutes. Le I de l'inspiration, c'est Céline Dion, c'est, j'adore regarder ces films qui m'inspirent. Je lis énormément, regardez ma bibliothèque, je sais écrire ça parce que mon enfance a été façonnée par telle et telle et telle lecture. Voilà et par ailleurs, voilà, tout ce qui inspire, l'écriture et le dernier C de communauté, c'est les FAQ en story, les réponses, de reels, par exemple, par rapport à une question qui a été posée par quelqu'un en commentaire d'un autre reels.
toutes ces choses-là, où vraiment on prend soin de la communauté. Parce que c'est quelque chose aussi, souvent on oublie un peu ça. On montre beaucoup sans donner le change, en fait. Donc voilà, Mhm. la technique click, c'est souvent une solution assez rapide pour pouvoir créer du contenu en alternant entre les lettres, du coup. Ben c'est ça, ça donne des repères pour savoir quoi créer dans ton mois ou dans ta semaine en fonction des différents Exactement. piliers, là. Mm. Ok, fait que tu On as va prendre vraiment des une notes. bonne stratégie. Ouais, c'est ça, on prend des notes, là. On prend Fait des que tu notes pour nos propres réseaux ouais. du podcast. Fait que t'es vraiment là aussi en mode quasiment agence marketing pour les gens qui viennent te voir pour promouvoir leur livre, là. Donc t'as vraiment cette approche-là aussi, là. J'imagine que... Puis est-ce que tout le monde fait ça dans l'industrie, d'accompagner les auteurs-autrices jusque-là dans le côté personal branding puis réseaux sociaux, ou ça aussi c'est nouveau? Ça dépend des éditeurs et des éditrices. Je sais qu'en maison d'édition, les petites structures, bah, elles ont pas trop le choix. Donc c'est aussi les éditrices qui font la com. Dans les grandes structures, non, il y a un service com. Donc ça dépend, vraiment. Moi, je me suis dirigée par ça parce que c'est un truc que j'aime faire. Encore une fois, je me force à rien. Si j'avais pas aimé ça, je me serais jamais dirigée vers ça. Mais j'en parlais tout à l'heure, j'ai été prof de communication du livre à la fac, donc c'est vraiment un truc qui m'anime. J'adore ça. Donc je le fais parce que j'aime ça, mais je pense que tout le monde ne le fait pas. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que tu connais beaucoup d'auteurs d'autrices justement qui peuvent en vivre? Ou c'est souvent un projet, ça me tentait de sortir un livre, je l'ai sorti, puis au pire, je ferai un peu de revenu avec ça ou pas, c'est pas grave. Mais est-ce que tu en connais beaucoup, que tu en as accompagné beaucoup, que c'est vraiment leur métier, là? C'est compliqué. Souvent, les autrices, j'accompagne beaucoup de femmes, donc je vais dire Mm. autrices, mais souvent les autrices ont plusieurs métiers. Et Ouais. la création de contenu, ça permet aussi de pouvoir combler ce manque à gagner aussi qu'on gagne pas forcément avec la vente de livres. Parce que mine de rien, en étant créateur de contenu, on peut aussi gagner des sous en faisant du contenu et pas forcément juste en vendant des livres. Mais c'est une grande problématique du monde de l'édition. Quand on n'est pas en CDI, donc quand on est indépendant, et les auteurs sont indépendants, ils ont le statut d'artiste-auteur en France, donc c'est vraiment un statut de micro-entreprise, enfin un peu spécial de micro-entreprise. C'est très compliqué d'en vivre. Et encore une fois, c'est très triste. Mais je connais une correctrice avec qui je travaille de temps en temps, qui bosse au tabac en bas de sa rue, parce que en tant que correctrice, elle peut pas gagner sa vie. Elle a des enfants, elle a des factures à payer, et puis juste correctrice, ça fonctionne pas, quoi. Ouais. Donc il y a beaucoup de métiers qui sont très mal payés. Et moi, aujourd'hui, si je gagne ma vie, c'est pas avec mes missions avec les auteurs indépendants. C'est aussi grâce à la création de contenu. Donc je fais des choses avec la création de contenu qui me permettent de gagner bien ma vie, même si c'est pas très enthousiasmant, pour pouvoir bosser sur des missions où je gagne pas bien ma vie, mais qui sont très enthousiasmantes. Donc c'est un équilibre aussi à faire et même les maisons d'édition fonctionnent aussi sur ce système. Ils éditent des best-sellers absolus qui sont parfois pas très enthousiasmants parce qu'ils savent que ça va faire des sous, pour derrière éditer des livres qu'ils trouvent beaux et qui sont nécessaires, voilà, qu'il faut éditer parce que c'est important d'avoir une production éditoriale belle, mais ils savent très bien qu'ils vont pas gagner de sous avec et ils se rémunèrent aussi avec le best-seller, d'à côté, quoi. Ouais. Et le milieu de la culture et plus précisément de l'édition, c'est vraiment un milieu très spécial, quoi. C'est ça, ça a l'air quand même ben, difficile. Je veux dire, il y a un certain challenge quand tu rentres là-dedans, mais les gens sont conscients de ça aussi. Mais c'est vrai que c'est rare, justement, les gens qui peuvent vivre de ça à temps plein. Euh, mais ça ne empêche pas de tester sa chance puis d'en sortir un. Je veux dire, c'est quelque chose que tu aimes faire, ça vaut quand même la peine. C'est quand même un gros projet, puis même pour les gens qui lisent pas, quand tu rencontres quelqu'un qui a écrit un livre, on dirait que déjà, il y a comme une aura, là. Il y a quelque chose de plus, là. T'as écrit un livre, là. Wow. Fait que c'est Ouais. sûr que c'est un projet qui a tout le mérite d'être accompli à 100%, même si on peut pas en vivre. Fait que, il y a quand même quelque chose de beau dans tout ça. Puis, dans ton travail d'éditrice, est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des discussions difficiles avec tes clientes, puis ou qui veulent pas entendre tes commentaires, ou qui refusent de, je sais pas, qui veulent pas changer quelque chose que tu leur as conseillé? Est-ce que ça arrive des trucs un peu comme ça? Ça m'est arrivé une fois où j'avais dit qu'il était peut-être nécessaire de changer un élément de l'intrigue parce que, il y avait les 2 personnages tombaient amoureux trop vite et il y avait une longue période où ils étaient amoureux et où en fait il se passait pas grand-chose, quoi. Donc c'était vraiment de la pure contemplation de gens amoureux avec des scènes de sexe qui étaient ponctuées
Et puis voilà quoi. Et puis on terminait sur un truc un peu bon. Donc j'avais suggéré qu'il y ait une seconde rupture. Et là, l'autrice était pas contente. Mais du coup, bon, elle a pas changé son texte et au final, je crois qu'elle s'est auto-éditée par un autre moyen ou voilà, j'ai pas eu trop de nouvelles de cette autrice, par la suite, je vous avoue. Mais en OK. règle générale, non, parce que mon objectif, c'est aussi de pas de voilà, de saquer les auteurs en disant: «Ouh là là, ton texte, il y a un truc qui va pas. Moi qui ne suis personne, je vais t'expliquer comment faire pour que ton texte aille mieux». C'est terrible, c'est nul d'ailleurs comme manière de fonctionner. Donc en règle générale, non, parce que je suis quand même très bienveillante et j'essaie de comprendre aussi comment le texte fonctionne et de proposer des choses qui iront aussi à l'auteur ou l'autrice en fonction de sa personnalité, quoi. Donc ça OK. m'est arrivé une fois, voilà. OK. Bon, ben, c'est quand même un bon ratio globalement, surtout Oui, tout l'ensemble. Et est-ce que tu vois aussi beaucoup avec les autrices que tu accompagnes l'ajout du audiobook? Parce que là, justement, on va faire un épisode prochainement là, sur ce sujet-là, mais ça prend de plus en plus d'ampleur et tout ça. Est-ce que c'est toi, t'en entends parler un peu? Est-ce que le monde se diversifie aussi avec cette forme de consommation-là? En termes d'offres, qu'est-ce que tu vois au niveau de l'audiobook présentement dans le marché? l'audiobook, c'est vrai qu'il y a ça augmente, beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font éditer, sous la forme audio et de plus en plus. Je sais que maintenant c'est possible aussi en auto-édition, même si c'est très cher évidemment, parce qu'il faut payer les acteurs qui lisent, quoi. Donc, c'est Ouais. encore un autre budget à sortir, donc, voilà. Je sais que via BOD, je m'étais renseignée, c'est près de 6 000 € je crois, pour, Pour adapter un livre? Ouais, ouais. ouais, parce Ouais. qu'il faut le lire en entier et puis il faut qu'il y ait des acteurs, parfois il y a 2 voix, enfin voilà, après bon, ça donc voilà, c'est très cher. Après Toute je sais la location du studio aussi, je veux dire, il y a quand même de l'équipement qui vient avec ça, de plus évidemment, que toi, ton ordinateur qui écrit ton livre, là. bien sûr, Ouais. évidemment. Donc, ça a un coût. Après, je sais qu'il y a des structures, par exemple Lady, qui est une maison d'édition audio, enfin qui produit des livres audio qui est très chouette. Il y a Audible, bien sûr, et puis après, il y a des structures qui distribuent les livres audio, comme Nextory, par exemple. Mais les livres audio, moi, je trouve ça génial, et c'est une manière de lire aussi. Il y a des gens qui, sont atteints de troubles 10, il y a des gens qui ont des difficultés de concentration, il y a des gens qui arrivent pas à lire tout simplement parce que ça peut faire peur aussi, une page, avec des mots écrits en tout petit, quoi. Et écouter un livre audio, c'est une manière de lire. On n'est pas moins lecteur parce que c'est un livre audio qu'on a écouté, quoi. Donc je trouve ça très chouette. Et puis ce qui est trop bien, c'est qu'on peut faire la vaisselle ou la cuisine, on peut plier Ouais. son linge. Moi depuis que j'ai ma fille, c'est une libération et j'en suis pas moins lectrice, voilà. Mmh. On avait reçu un historien sur le podcast, Laurent Turcot, qui nous avait dit la phrase qui m'a marquée, c'est: «On n'a pas besoin de savoir lire pour lire». Parce que dans la tradition, bah, les mythes, c'est une tradition orale, donc c'était vraiment des gens qui se rassemblaient, puis qui écoutaient un conteur. Puis, bon, je fais un très, très gros, raccourci, hein, et parallèle, mais je veux dire, l'audiobook, comme tu dis, n'empêche pas, de lire, même si au final on écoute, quoi. Mmh mh. Oui, tout à fait, c'est Ouais, vrai. non, c'est ça. Puis sinon, toi, tu sais, là, on a parlé un peu de tes goûts littéraires et tout ça, mais est-ce que tu arrives à lire autant de livres que tu le souhaiterais dans ton année? Ou ça... Non? Est-ce qu'il faut que j'argumente? Non, pas du tout. Ouais. Non, la joie que j'ai depuis que j'ai mon book club, c'est que je peux lire en me disant: «Non, c'est le livre du book club, donc c'est un peu du travail». Ouais. Mais non, je lis pas mal, mais je lis moins que je le voudrais. Et puis surtout depuis que j'ai ma fille, c'est terrible. Ouais. C'est Donc sûr, tu as moins le temps. j'ai Tu vas en moins de lire temps. combien par année environ, normalement? Bah, je dirais qu'en dehors du travail, j'en lis 3, 4 par mois, OK. Quand même, voilà. c'est un bon OK. rythme. Dont un pour le book club, du coup. Ouais. Ouais. Quand même bien. Quand même bien. Puis, ben là, je vois le temps qui file. Je veux savoir, est-ce que tu as des conseils de manière générale pour les auteurs-autrices qui veulent commencer? Puis peut-être une erreur que tu remarques souvent que les gens font quand ils sont débutants. Euh, ouais, fait que je te pose la C'est question. commencer trop vite. Souvent, on a envie directement d'ouvrir son document Word et d'écrire, d'écrire, d'écrire parce qu'on veut poser ses idées, alors que l'écriture, c'est autant de préparation, de planification que d'écriture pure et dure. Donc avant d'ouvrir son document Word, il faut poser son plan, détailler le plan,
commencez par créer les personnages d'abord, c'est la toute première étape parce que tout part des personnages. Et vraiment le premier conseil que j'aurais à donner, c'est, ben voilà, vous allez écrire une histoire. Une histoire, c'est, un morceau de vie de votre personnage. Ça peut-être que ça peut être sa vie de A à Z, mais en règle générale, c'est un morceau de vie. Donc imaginez-vous une tarte, vous allez couper une part de tarte, il faut que ça soit la part de tarte la plus importante et la plus intéressante, forcément, puisque vous allez raconter ça et pas autre chose, quoi. Donc il faut prendre votre personnage au moment où ça commence à devenir intéressant et le lâcher quand ça se dénoue. Et souvent le la petite erreur que font les auteurs-autrices qui ont pas encore écrit, c'est de se dire: «Bah, voilà, moi je vais d'abord raconter, comment se sent mon personnage et puis petit à petit je vais le faire dévier vers mon intrigue». Alors que ce qui marche bien aujourd'hui et ce qui est à la mode dans le milieu éditorial, c'est les débuts in medias res, donc c'est vraiment on entre dans l'histoire au moment où il y a quelque chose qui tombe sur la tête de notre personnage, au moment où il y a quelque chose qui se noue et où l'intrigue débute, en fait. Donc faire rentrer directement le personnage dans son intrigue et d'abord le construire lui, puisque l'objectif d'un auteur, c'est de raconter la quête d'un personnage, que ça soit une romance, une, fantaisie, une romantasy, un thriller, c'est toujours une quête de quelque chose ou de quelqu'un, et votre but en tant qu'auteur ou autrice, ça va être de l'empêcher d'accéder à ce qu'il veut trop vite. Donc grâce à des éléments, je sais pas moi, météorologiques, grâce à un grand méchant ou à un petit méchant qui est là et qui veut pas, que le personnage atteigne son objectif. Donc vraiment, votre objectif, vous, en tant qu'auteur-autrice, c'est de l'empêcher d'avoir ce qu'il veut tout de suite, d'un moyen d'un mom enfin, de manière crédible, quoi. Ce qui est pas forcément toujours simple, j'en conviens. Ouais. Ok, mais c'est intéressant. C'est un peu ce que Aude aussi, on en parlait, puis c'est beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que ça part beaucoup du plan, puis de pas juste se lancer, puis de dire que tout va couler, parce que il y en a certains auteurs là, que ça va être ça leur méthode, puis il y en a d'autres que c'est vraiment on construit le plan, mais j'imagine que c'est plus simple quand on sait où ça s'en va tout ça. Fait que, Mmh. parfait. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Et moi, ma Avant qu'on. question, ça allait être, tu parlais de manuscrits aboutis, donc ça allait être qu'est-ce qu'un bon manuscrit abouti, mais je pense que dans ce que tu viens de nous dire, tu as quand même pas mal répondu. La cohérence, la préparation, puis l'attention pour ne pas avoir la fin trop vite. Exactement, c'est ça. Il y a plein d'autres choses aussi, mais je pense qu'on pourrait faire, 10 podcasts dessus. Ah non, non, c'est certain. Je voyais beaucoup d'auteurs sur les réseaux, ben, ceux qui justement racontent leur quête d'écriture, où ils disent des fois, ça me fend le cœur de faire ça à tel ou tel personnage. J'ai pas envie de faire ça, mais je sais que c'est nécessaire pour l'histoire. Genre, il a besoin de. Il vit un truc pas cool. Je sais qu'il faut que j'y en mette 3 couches derrière pour que ça soit encore plus grave que ce qui vient de se passer. Parce que, ben voilà, ça reste du divertissement, ça reste que. Voilà, il faut qu'il y ait un peu de tension, mais moi, je sais pas si je serais capable de ça. Genre, de malmener mes personnages pour qu'ils soient intéressants. Ah, il C'est faut. terrible. Ce serait juste une belle histoire de A à Z, toi. Non, parce que je suis pas capable d'écrire des belles histoires, vu que je suis pas capable de les apprécier quand je lis. Quand c'est un peu trop ouin-ouin, j'y arrive pas. Donc, je serais pas ce type d'autrice, mais je serais genre, qu'est-ce qui est too much? Qu'est-ce qui l'est pas? Est-ce que là, je vais dans le cliché de il est trop, puis au bout d'un moment, c'est plus crédible? Est-ce que là, il en a pas assez, ou ma quête n'est toujours pas crédible? Moi, ce serait trouver cet équilibre que qu'est-ce qui est intéressant au final? Mmh. Mhm. C'est très difficile. C'est un équilibre, précis qu'il faut réussir à trouver et c'est souvent ça le problème. Soit on n'est pas too much et du coup, c'est trop facile pour le personnage, soit on est too much et là, le livre tombe des mains parce que c'est pas possible, ça n'arrive jamais dans la vraie vie. Sauf qu'un livre Dédé est en train d'en lire un de livre où Qui ressemble un petit peu à ça, oui. ouais, c'est le personnage, il vit des choses rocambolesques sur rocambolesques, il a un métabolisme qui est incroyable parce qu'il ne meurt jamais cet homme. Dans des situations où moi je pense que j'aurais clamsé à la page 2 clairement. Oui. Ouais, définitivement. Parfait. Puis, si jamais les gens veulent avoir plus de conseils, plus de trucs ou faire appel à tes services, comment ils font pour te rejoindre? Je te laisse mentionner où on peut aller chercher tout ça. sur Instagram, sur mon compte miralta.edito, ou alors sur école.miralta pour les conseils d'écriture, purs et durs. Et sinon, ma foi, sur mon site miralta.edito, voilà.
Parfait. Ben, on va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Ben, encore une fois, merci d'avoir participé à notre discussion, à notre podcast. C'était vraiment intéressant. On aime ça discuter avec les gens de l'industrie, voir comment ça se passe derrière les coulisses. C'est toujours le fun. Donc, pour celles et ceux qui nous ont écoutés, ben, je vous invite à nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast. Puis sinon, on se dit à un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Salut! Bye! Bye!